Donc voilà, c'est le premier live YouTube de la chaîne de l'Alchimie des Corps pour, fêter, nos 1000 abonnés. Donc je suis vraiment hyper, hyper, ravie, de ça. J'ai créé cette chaîne YouTube en décembre 2016, parce que en fait, c'était un petit peu une demande de mes élèves, ça fera l'introduction, de mes élèves en cours hebdomadaire, hein, qui arrivés aux vacances de Noël m'ont dit: «Ah non, mais c'est les vacances, on va pas pouvoir faire de yoga, comment on va faire?» Et bon, en tant que prof de yoga, on essaye vraiment d'amener les élèves à avoir une pratique personnelle, à pratiquer le yoga chez eux. Et du coup, je me suis dit que c'était trop dommage de pas pouvoir proposer quelque chose à mes élèves à ce moment-là, alors qu'il y avait cette demande, de faire du yoga, pendant les vacances. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est une jolie histoire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je suis contente de vraiment, pouvoir, partager toutes ces vidéos avec vous. Donc bon, bah, ceux qui sont là, vous le savez à peu près, hein, je fais du Hatha yoga, du Hatha yoga aussi et du Yin yoga. Et donc je vous propose sur la chaîne YouTube des vidéos, dans des décors divers et variés. Bon, en ce moment, pas tellement, confinement oblige. Mais oui, du coup, vous avez quelques vidéos, peut-être vous avez pu les voir, hein, qui ont été tournées, dans plein d'endroits du monde. C'est aussi une occasion un petit peu, de voyager. Voilà, je pense qu'il y a voilà pour la petite introduction. Et donc ce live aujourd'hui, l'idée c'était d'essayer de répondre à vos questions sur le yoga, que ce soit des questions, techniques, des questions, sur aussi peut-être, la philosophie du yoga en général, des questions sur, mon parcours. Voilà, vraiment c'est ouvert. J'essaierai de répondre, bah, du mieux que je peux à toutes vos questions. Et voilà, donc si quelqu'un veut ouvrir le bal, poser une question, dans le chat, allez-y. Et sinon, je vais bien trouver quelque chose à vous raconter, vu la pipelette que je suis en temps normal pour ceux qui me connaissent. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question précisément, ou pas précisément à poser? Peut-être qu'il y a un petit, décalage entre le moment où vous écrivez, le moment où moi ça m'apparaît. Je sais pas trop. On va voir. Alors Alors, on a donc Nel qui nous dit: «Super vidéo sur l'île de Pâques». Ouais, c'était, pour rebondir sur celle-là, je me suis vraiment, ouh là là, ça s'affole. Alors attendez. Donc, ouais, Nel, au passage, c'est le musicien qui nous fait les vidéos pardon, qui nous fait la musique des vidéos en ce moment. Et je suis vraiment, vraiment ravie de cette collaboration parce qu'il s'attache à nous faire des vidéos avec, du hang, avec du sitar, avec des instruments, venus d'ailleurs. Et voilà, merci Nel, je te l'ai déjà dit, je te le redis. Vraiment, c'est top parce que je trouve que tes musiques vont vraiment très, très bien sur les vidéos et il y a plein de gens qui m'ont fait des super, super bons retours. Donc c'est super cool. Alors après, il y avait Florent qui me disait: «Qui a fait les tableaux derrière toi?» Alors ça, c'est marrant parce que quand j'ai installé mon ordinateur aujourd'hui, je me suis dit: «Il y a quelqu'un qui va te demander qui a fait les tableaux derrière toi». Ben voilà, donc c'est toi Florent qui pose cette question. Alors c'est le papa de mon compagnon qui a fait ces tableaux. Alors en fait, c'est un triptyque, qui n'est pas bien positionné puisqu'il est censé être accroché au mur. Mais voilà, j'aime bien l'ambiance qu'il dégage et c'est pour ça que j'ai choisi de vous les mettre, en fond, de mes chaînes YouTube, de mes vidéos. Alors ensuite, on a une question de Maïssa. C'est une première question, un peu plus sur ton parcours, je suis curieuse. Oui, alors, hem alors Maïssa, elle avait quelques questions sur, du coup, mon parcours. C'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique, donc je vais essayer de faire court, ou pas, on a un peu de temps. Donc j'ai fait un doctorat en physique de la matière, donc ça veut dire que j'ai un bac+8 en physique de la matière. Et en fait, j'ai commencé, à faire du yoga en même temps que mon doctorat. Donc vraiment, ça a été quelque chose, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, hein. J'ai commencé le yoga en même temps que mon doctorat et j'ai pour habitude de dire que si j'avais pas, rencontré le yoga, j'aurais pas fini ma thèse. Vraiment.
Donc voilà, ça a été, au début, j'ai commencé, dans un garage avec une dame qui avait plus de 60 ans et je pense que toutes les personnes, tous les élèves avaient entre, allez, 55 et 70 ans. Ça a été une grosse, grosse, grosse leçon pour mon ego quand je suis arrivée là parce que c'était des gens qui étaient hyper à l'aise avec leur corps, qui avaient de la force, de la souplesse dans leur corps et moi je touchais même pas, le bout des doigts quand je me penchais en avant en étant debout, le bout des doigts au sol, rien du tout, c'était voilà. Et donc j'ai fait 3 ans de yoga avec, cette prof qui s'appelait Janine, qui était vraiment une super prof. Et et ensuite donc bon la vie, donc après mon doctorat, j'ai trouvé, un travail dans une petite PME pour l'aéronautique à Albi, donc où j'habite, toujours maintenant. J'étais cadre supérieur, j'étais chef de projet dans cette petite société. C'était une super aventure, je me suis vraiment régalée. Et puis, petit à petit, j'ai toujours continué à faire du yoga et j'ai eu envie de me former. Alors ça a commencé avec, comme souvent, avec les copains et les copines, hein, qui m'ont dit, «Ah, tu veux pas, nous faire, un cours de yoga par-ci par-là, nous partager?» parce que j'aime partager. Et en fait, j'enseigne depuis, très longtemps. J'ai commencé par donner des cours l'été quand j'étais étudiante, puis quand j'étais en thèse, j'enseignais la physique à la fac. En travaillant dans l'aéronautique, j'enseignais la physique à l'école des mines d'Albi. Donc voilà, l'enseignement a toujours été là et au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, bah, c'est parti, j'enseigne, cette fois, vraiment, le yoga». Donc je me suis formée et j'ai commencé, à enseigner. Et c'est vrai que, j'arrive dans ce milieu du yoga avec peut-être un œil un peu particulier, un peu différent parce que quand on fait une thèse, on apprend vraiment à réfléchir, on apprend à observer le monde avec des outils un petit peu différents de ce qu'on fait, enfin, voilà, on nous apprend à réfléchir et à observer le monde d'une certaine façon. Et donc je suis arrivée avec, ces outils-là dans le monde du yoga, ce qui a fait de moi, je pense, une technicienne, hein, quelqu'un qui aime, la technique du yoga, qui aime comprendre, ressentir, comprendre ce qui se passe dans le corps pour pouvoir vraiment vous le transmettre avec, tout mon cœur et toute ma passion parce que c'est ça qui est intéressant. Et voilà, et du coup, le yoga, on va peut-être en reparler, c'est pas, un sport, c'est pas de la gymnastique, c'est vraiment une philosophie de vie, une pratique de vie et c'est quelque chose qui travaille sur les énergies du corps et où j'ai réussi un petit peu à mixer mes 2 mondes. C'est qu'en fait, donc à la base, je suis physicienne et en physique, la notion d'énergie est très, très, très présente. Et en fait, un jour, je me suis posé la question de savoir si au final, les énergies dont on parlait en physique et les énergies dont on parlait en yoga, le monde du bien-être, tout ça, s'il n'y avait pas un petit peu une passerelle entre les 2. Et donc j'ai commencé à me poser pas mal de questions là-dessus. Et en fait, on se rend compte que chacun utilise des mots de vocabulaire différents, mais souvent pour décrire des choses qui sont assez similaires. Et donc j'ai vraiment cette curiosité de vraiment comprendre le principe, de l'énergie dans le yoga avec mon œil, de physicienne. Donc c'est vrai que souvent les gens me disent: «Ouais, tu as un parcours hyper atypique». Oui, c'est pas faux, mais moi ça me paraît assez, naturel et donc maintenant, je fais que ça. J'enseigne le yoga, j'en suis ravie, donc je fais ça à Albi et puis aussi avec tout ce que vous voyez, en ligne avec la chaîne YouTube et puis il y a plein d'autres choses en préparation, parce que ce confinement pousse à la créativité et donc à se dire que ce serait bien, de faire, d'autres choses en ligne parce que je me rends compte que ça répond vraiment à des besoins, de certains de mes élèves. Voilà Maïssa, j'espère que j'ai répondu à ta question. Hem Alors, il y a Chloé qui nous dit, 10 ans déjà, oui, et que mon parcours ressemble à celui de Jeanne Ayache, avec moins d'expérience mais autant de diversité. Ouais, Jeanne Ayache, c'est une physicienne, pareil, qui a mélangé la biologie, plein d'autres choses, le monde du bien-être, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur un salon du bien-être et c'était une personne super intéressante. Elle a écrit un super bouquin dont je me rappelle plus le titre, mais Chloé sera ravie de nous le glisser dans le chat parce que je suis sûre qu'elle l'a lu. C'est un joli parcours et c'est une grande inspiration pour moi, cette dame qui a, un certain âge et beaucoup d'expérience en effet. Alors ensuite, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de pranayama dans le yin? De Fabienne. Alors, en fait, il y a du pranayama dans le yin, mais c'est pas quelque chose les pranayamas, c'est des pratiques vraiment qu'on fait pour avancer.
C'est pas facile, vous vous êtes sûrement rendu compte de ça, si vous avez fait donc les pranayamas, c'est les exercices de respiration et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Le yin, c'est une pratique qui s'adapte très bien aux débutants, qui peut être très intense et très puissante, hein, certains d'entre vous l'ont déjà ressenti, suivant comment on l'amène et qui peut aussi s'adapter pour les confirmés. Les pranayamas, les quelques pranayamas qu'on fait dans le yin, souvent, c'est des pranayamas qui sont en début de séance, qui permettent un petit peu de, vider le mental. Mais il y a pas de pranayama dans les postures, contrairement à ce qu'on peut faire en hatha. Parce que déjà, la règle numéro 1, c'est que souvent pour faire des pranayamas, on utilise ujjayi, cette petite, respiration là dans la gorge où on bloque la gorge pour faire cette respiration, avec un son un peu particulier. Et Ujjayi, ça sert à amener de la chaleur dans le corps, à vraiment ça sert à réchauffer le corps, à faire monter le feu. Et en yin, c'est pas ce qu'on cherche. En yin, on cherche vraiment à tout reposer, à faire à aller chercher le relâchement, le lâcher prise. Donc c'est pour ça qu'en général, si on amène des pranayamas, c'est en début ou en fin de séance. Et moi, par principe, je le fais pas trop avec des débutants parce que ça peut être un peu remuant. Je me souviens d'avoir posé la question à mes élèves à qui j'enseigne, donc il y a notamment Florent, à la fac d'Albi, et qui m'ont dit: «Ah non, mais», donc je leur ai posé une question en leur disant: «Je vais donner des cours en entreprise, est-ce que vous qui débutez le yoga, est-ce que à votre avis, c'est une bonne idée, des quelques mois d'expérience que vous avez, est-ce que c'est une bonne idée de faire des exercices de respiration?» Pour commencer, pour montrer ça. Et ils m'ont tous dit en chœur: «Oui, alors les exercices de respiration, c'est un peu perturbant, donc il vaut peut-être mieux commencer avec des postures». Et oui, en effet, ça confirme le fait que le pranayama, ça s'amène par petites doses, petit bout par petit bout, alors que c'est vraiment l'essence même du yoga, mais chacun est sur son chemin, hein, et donc il faut laisser le temps à ce que chacun, trouve son confort déjà dans sa respiration et dans son corps pour vraiment aller pousser, les exercices de respiration. Voilà, donc j'espère, Fabienne, que j'ai répondu à ta question. Je vais regarder du coup, alors il y a Myriam qui nous demande comment composer une séance de yoga. Alors, ça c'est pas quelque chose de facile, hein, c'est des choses qu'on apprend, forcément en formation de prof. Ça dépend aussi de on quel style on pratique. En général, nous, en hatha yoga, donc j'ai vu qu'il y avait aussi une question, de Mélissa, du coup je vais en parler un petit peu, là. Quelle est la différence entre le yin et le hatha? Ça va me permettre de vous parler un petit peu de la construction du cours. Donc en yin yoga, donc le yin yoga, c'est un yoga du relâchement musculaire. C'est un yoga dans lequel on travaille à étirer ce qu'on appelle les tissus conjonctifs, pas les muscles. Donc c'est les enveloppes des muscles, les fascias, les tendons, les ligaments. Et donc c'est des choses, ces tissus conjonctifs, on ne les étire que quand on désengage le muscle. C'est-à-dire qu'il faut relâcher le muscle, par exemple un quadriceps, pour aller étirer tout ce qu'il y a autour du quadriceps, notamment l'enveloppe du muscle autour du quadriceps. Donc dans le yin, c'est une philosophie très particulière parce que notamment on ne verrouille pas les articulations, ce qu'on fait dans en général tous les autres types de yoga, pour pouvoir aller étirer ces tissus conjonctifs. Donc ça veut dire que par exemple dans une pince, Paschimottanasana, la posture où on a, je sais pas si vous me voyez bien, c'est ça, hein, la pince. Dans une version nata, on va venir vraiment presser les talons vers l'avant pour vraiment aller engager les quadriceps, pour aller étirer les ischios, l'arrière des jambes, et donc pour aller vraiment étirer les muscles. En yin, on ne fait pas ça, on relâche tous les muscles, on va travailler avec les pointes de pied complètement relâchées pour aller étirer ces tissus conjonctifs. La recherche a montré que ces tissus conjonctifs étaient parfois un peu oubliés dans les pratiques du corps qui servent à améliorer notre santé. Et en fait, il y a notamment un gros tissu conjonctif qu'on a dans le bas du dos, dans les lombaires, et qui est responsable, la recherche a montré qu'il est responsable des fameuses lombalgies, de ces maux de dos qu'on a souvent. Donc c'est hyper intéressant d'aller travailler en yin avec ces tissus conjonctifs, et c'est aussi le yin une pratique qui est hyper complémentaire des pratiques dynamiques parce que le rythme est déjà
très différent et en plus, ça permet d'aller travailler plus profondément dans les tissus. Le yin, c'est aussi donc on reste longtemps dans les postures, on reste, alors ça dépend entre de 3 jusqu'à 20 minutes potentiellement, dans les postures et du coup, on rentre dans un espèce d'état méditatif et c'est vraiment ça qu'on cherche avec le yin et c'est un cours qui marche très, très bien. C'est un style qui marche très, très bien parce qu'il est à contre-courant de tout ce qu'on vit dans nos sociétés actuelles où tout va très vite. Là, ça nous oblige vraiment à nous arrêter, à nous intérioriser et bah, c'est ça qui fait ce contraste. Donc en yin, on construit une séance, ça peut être les façons de construire les séances en yin sont très diverses. Ça peut être, par exemple, on va travailler sur, plutôt une partie du corps, le dos, les jambes, peu importe, les épaules. On peut travailler sur, les méridiens, dire, parce que le yin, c'est un mélange de hatha yoga et de médecine traditionnelle chinoise et donc on peut dire: «Bah, on va aller aujourd'hui étirer, le méridien du foie et de la rate». C'est d'ailleurs, petit je vous casse le suspense pour ceux qui sont sur, le programme spécial confinement. C'est d'ailleurs le thème du yin yoga, de la semaine prochaine, et enfin de travailler sur les méridiens, du foie et de la rate. Donc c'est aussi une autre façon de faire. On peut faire, du yin avec, un travail uniquement sur les chakras. En fonction des postures, on va aller travailler sur ces différents centres énergétiques dans le corps et donc, travailler en général en montant dans les chakras pour aider l'énergie à circuler dans ces centres énergétiques. Voilà, il y a plein de façons de faire. Le Nata, c'est, un petit peu différent. Le Nata, en fait, c'est l'ancêtre du Hatha Yoga. Donc le Hatha Yoga, c'est en général celui que beaucoup de gens connaissent, hein, qui est vraiment la base, de c'est la base de beaucoup de yoga parce qu'il est relativement accessible. Et le Hatha Yoga, on dit, hein, que c'est l'ancêtre du Hatha Yoga. La grosse différence entre le Hatha et le Nata, c'est que justement, on amène tout de suite des pratiques qui sont beaucoup plus avancées qu'en Hatha. Donc moi, je suis formée, aux 3, au Yin, au Hatha et au Nata et dans le Nata, par exemple, on va tout de suite amener des pranayamas, on va tout de suite donc les exercices de respiration. On va tout de suite amener, des bandhas, donc les contractions, le célèbre Mula Bandha dont on parlera peut-être dans quelques instants. On va amener, des vraiment des pratiques qui sont avancées. Je me souviens, un de mes professeurs en Inde, de hatha yoga, je lui avais posé la question de savoir pourquoi on n'utilisait pas, Mula Bandha, dès le début en hatha yoga et il m'a dit: «Oh non, mais ça, c'est une pratique avancée, on ne fait pas ça tout de suite». Dans la philosophie du hatha yoga, c'est vraiment on met tout de suite ça pour faire prendre l'habitude au corps, par exemple, d'installer un Mula Bandha pour que les techniques soient efficaces et le Hatha Yoga, ce n'est pas un yoga, d'ascète, c'est-à-dire que c'est un yoga qui, parce qu'il mélange tout ça, tous ces pranayamas, tous ces bandhas, toutes les visualisations, les mantras intérieurs, peut-être que c'est des choses qui vous parlent en fonction de ce que vous faites avec moi. Donc en amenant tout ça dans une posture ou dans une respiration, ça décuple l'efficacité de la technique, en fait. Et ça fait qu'il n'y a pas besoin de pratiquer 8 heures par jour notre yoga pour vraiment en ressentir les bienfaits. Ça, c'est la puissance du Hatha Yoga. Et c'est vrai qu'en général, alors, en général, on commence, voilà, on commence par du yin, puis on fait du hatha, puis on arrive sur du nata. Et les gens qui arrivent sur des cours de nata disent: «Ah ouais, non, mais c'est comme un soin énergétique, c'est hyper plus puissant». Et moi, la première, je me souviendrai toujours, la première fois que j'ai fait une pince, toujours la pince en version nata, donc en tenant des souffles à l'intérieur de mes postures, j'avais l'impression que jusque-là, j'avais jamais fait de yoga, en fait. Après, ça demande un peu de patience pour pouvoir avant de pouvoir vraiment utiliser tous les aspects du hatha yoga parce qu'on comprend bien que, dans une pince, en hatha yoga, on voudrait contraindre son souffle, par exemple faire 4 temps d'inspiration, bloquer son souffle un certain temps, long en général et expirer pendant 8 temps. Si déjà le corps n'est pas tranquille, si on n'arrive pas à calmer notre respiration, on peut pas la contraindre en fait, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut se laisser le temps et qu'en général, on commence par du yin pour commencer par assouplir le corps, par l'ouvrir, par prendre la conscience du corps, savoir comment on fait les mouvements, qu'est-ce que ça veut dire de rouler ses épaules vers l'extérieur, de rouler ses cuisses vers l'extérieur et après on passe au hatha et puis au nata et là on atteint, voilà quelque chose d'un peu plus, puissant. Et donc les constructions des cours, pour, répondre, toujours à cette question,
La construction des cours en hatha yoga, elle se base, donc en général, on commence toujours par un exercice de respiration, un exercice de nettoyage, donc un pranayama de nettoyage. Donc ça peut être, Kapalabhati, Bhastrika, on a quelques respirations de nettoyage. Ensuite, on travaille, des postures en droite-gauche. Donc on travaille des postures latérales. Donc ça peut être un triangle, ça peut être les salutations au soleil, hein, quelque chose qui travaille d'abord sur, la partie droite ou gauche, on s'en fiche, mais que sur une seule partie du corps, puis sur l'autre partie du corps et ensuite on passe à des postures qui travaillent sur l'ensemble du corps, typiquement, la pince encore, hein, où là on travaille sur l'ensemble du corps en même temps, on ne travaille pas un côté puis l'autre. Puis à nouveau, on fait un exercice, en général un mudra, donc ça peut être une fixation oculaire, ça peut être Viparita Karani Mudra, qui est comme une chandelle. Une mudra, c'est on tient notre attention sur quelque chose, en gros. Ensuite, on fait un pranayama et une méditation. Ça, c'est vraiment comme ça qu'on construit un cours de Nata. Alors forcément, sur un cours d'1 heure et demie, c'est pas facile parce que ça demande de faire beaucoup de choses. C'est pour ça que, typiquement, je propose mes stages du dimanche soir, donc bon, c'est sur Albi, mais j'envisage de passer, des stages du dimanche soir en ligne. D'ailleurs, en parlant de ça, la semaine prochaine, je vous proposerai, de faire nos cours du dimanche soir, les stages du dimanche soir en live sur Zoom. Je vous enverrai, il y aura le lien dans la barre d'infos de la vidéo pour, y accéder et donc ce sera, 1 heure de cours et pas 2h30 parce que je pense que c'est chez soi, 2h30, c'est un peu trop long et le tarif sera de 9 € pour accéder à ça. Donc le petit coup de pub étant passé, je reviens sur mon histoire. Donc faire un cours de Hatha yoga pur avec toutes ces pratiques où ça dure 2h30, enfin de le faire pardon en 1 heure et demie, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai créé ces stages du dimanche soir où là on fait 2h30 de pratique. Les gens disent qu'en général ça passe très vite et là on peut vraiment aller toucher toutes les facettes de la construction d'un cours de Hatha. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre question? Alors, il y a Fabienne qui nous demande, quelle est la vraie version de Nadi Shodhan. Donc ça, c'est une jolie question. Donc Nadi Shodhan, c'est la respiration alternée, c'est un pranayama. C'est une respiration qui est, très, très, très classique, car très, très, très puissante et elle permet de rien Myriam et elle permet de faire, de vraiment d'équilibrer donc le côté droit et le côté gauche du corps, Ida et Pingala. Donc pour vraiment, équilibrer, le côté droit et le côté gauche du corps. C'est 2 nadis. Donc en yoga, on appelle, ce qu'on appelle les méridiens en médecine traditionnelle chinoise, on appelle ça les nadis et on considère qu'il y en a 3, un au centre du corps, la Sushumna et puis un à droite et un à gauche qui sont Ida et Pingala, qui serpentent autour de la Sushumna. Du coup, la vraie version de Nadi Shodhan, c'est alors vraiment d'abord le geste, hein, dans la respiration. Donc il y a plusieurs façons de tenir sa main. On peut joindre index et majeur, venir poser index et majeur, sur le front et dans ce cas-là, on peut boucher sa narine droite avec le pouce et sa narine gauche avec l'annulaire. On peut aussi juste alors moi j'aime pas trop ça parce que j'ai ce qu'on appelle les articulations sautantes et j'ai mon articulation du petit doigt qui se bloque, mais on peut complètement mettre la main comme ça, donc fermer les 3 doigts du milieu et venir boucher avec le pouce et le petit doigt. C'est aussi une autre façon, si on veut pas, le tenir comme ça. C'est les 2 façons les plus classiques et donc la version de la respiration, c'est on va inspirer par exemple par la narine gauche, on va expirer par la narine droite. On inspire à droite et on expire à gauche. Et à chaque fois, entre les deux, on retient le souffle. Donc j'inspire à gauche, je bloque ma respiration, j'expire à droite. J'inspire à droite, je bloque ma respiration, j'expire à gauche. Ça, c'est pour le geste. Un vrai Nadi Shodhan, une vraie respiration alternée en mode Nata, il y a un rythme particulier. Alors je vous la fais faire rarement parce que c'est très difficile, je vous y amène petit à petit. Mais le vrai rythme, c'est 4 temps d'inspiration, 16 temps de rétention à plein et 8 temps d'expiration. Et on repart. 4 temps d'inspiration, 16 temps de rétention et 8 temps d'expiration. Donc il y a c'est vraiment cette proportion qu'on a très souvent dans les pranayamas en hatha. Quand on n'a pas l'habitude, 16 temps de rétention, c'est l'enfer. Mais vraiment. Et ça peut nous faire monter dans le rouge,
ça peut bloquer complètement la respiration. Donc, si vous suivez les vidéos sur la chaîne YouTube ou les cours en live, hein, vous savez que en général, je compte pas les temps de rétention. Alors, je les compte pour moi, je sais où je vous amène, mais je vous dis pas: «Allez, c'est parti, on fait 16 temps de rétention», parce que rien que de se dire ça, en général, on est à bout d'air. Mais voilà, ça, c'est le vrai rythme de la respiration de Nadi Shodhan. Et ensuite, il y a les visualisations. Donc, si on le fait vraiment en version nata, on va contracter l'anus, Mula Bandha, on va installer Ujjayi, la petite contraction dans la gorge, et on va avoir le regard convergent au niveau du troisième œil. On garde les yeux fermés et on fixe le point entre les sourcils. Et ce qui est difficile dans la visualisation, c'est qu'on garde les yeux là, sur ce point entre les sourcils, et on visualise des choses à l'intérieur de nous. Mais idéalement, il ne faudrait pas que les yeux suivent la visualisation. Il faudrait vraiment que les yeux regardent ce point entre les sourcils et à l'intérieur de nous, il se passe des choses. Et donc, dans Nadi Shodhan, les visualisations, on les fait donc dans Ida et Pingala, là, le canal de droite et de gauche qui serpente autour de la Sushumna. Donc, on dit que, alors, je vais vous le faire dans mon sens, hein, vous inverserez. Ida est à gauche, donc il part d'en bas à gauche du ventre, il tourne le long de la colonne vertébrale et il arrive dans la narine droite. Et Pingala part d'en bas du ventre à droite, il tourne autour de la colonne vertébrale, il arrive dans la narine gauche. Et donc, quand on respire, quand on inspire par la narine gauche, on visualise une sphère de lumière qui monte dans ce serpentin, qui part d'en bas à gauche et donc qui arrive en haut à droite. Et quand on expire, pareil par la narine gauche, on imagine cette sphère qui cette fois-ci descend dans ce même serpentin. Et du coup, quand on fait à droite, quand on inspire à droite, on imagine la sphère de lumière qui part d'en bas à droite, même côté que la narine, du ventre, qui monte quand on inspire et qui descend quand on expire. C'est pour ça qu'en général, dans ma façon d'enseigner sur ces pranayamas, je vous donne on commence d'abord par installer le souffle, le geste. Ensuite, on installe le rythme de respiration. Donc déjà, d'essayer d'avoir une expire 2 fois plus longue que l'inspire, c'est déjà pas mal. Et ensuite, ces visualisations. Et donc, j'essaye de vous guider petit à petit à tout ça. Et pendant les rétentions, on amène nos sphères de lumière là dans le troisième œil et c'est vraiment l'effet cocotte minute, c'est l'énergie qui monte, qui monte, qui monte dans le corps et qui se rediffuse en circulant, en descendant. C'est pour ça qu'il y a des versions simplifiées de Nadi Shodhan où du coup on inspire par exemple par les 2 narines et on expire à droite ou à gauche, ou alors dans l'autre sens, on inspire par une narine et on expire par les 2 narines. Voilà, et c'est vrai que pour commencer, ces versions simplifiées, c'est pas mal. Après, si vous avez l'occasion de faire des vrais Nadi Shodhan, surtout le matin, ça fait beaucoup de bien, ou le soir avant d'aller vous endormir. Alors, plutôt vers 18h que vers 21h parce que ça peut faire un peu monter l'énergie, après on va pas dormir, mais ça permet vraiment de vider le mental et de rééquilibrer le côté yin-yang, droite-gauche du corps. Alors, OK, qu'est-ce qu'il y avait? J'espère, Fabienne, que j'ai répondu à ta question. Alors, il y a Chloé qui nous dit: «Toi, tu ne pratiques que le Nata et le Yin». Eh ben non! Alors moi, dans ma vie, j'ai pratiqué beaucoup, c'est une très bonne question. Merci. Moi, dans ma vie, j'ai pratiqué beaucoup de yoga et j'ai besoin de diversité, de variété. Donc, dans ma vie, quel style j'ai pratiqué? J'ai pratiqué donc du yin, du nata, du hatha, de l'ashtanga, de l'iyengar, du kundalini, du vinyasa. Voilà, j'ai pratiqué à peu près tout ça. Donc, en ce moment, qu'est-ce que je pratique? Je pratique surtout du yin, du hatha, du nata et du vinyasa / de l'ashtanga. Alors, pour que ce soit plus clair, je voudrais un petit peu vous faire juste vous expliquer un petit peu la différence entre tous ces styles parce que je pense qu'on est tous un peu paumés là-dedans. Donc, je vais essayer de vous simplifier un tout petit peu les choses comme on me l'a expliqué, comme moi je l'ai reçu notamment en Inde. Donc, le yoga le plus difficile actuellement et le plus pur dans le sens celui qui vient vraiment, vraiment d'Inde, c'est l'ashtanga. Donc l'ashtanga yoga, c'est un yoga qui est très difficile parce que c'est un yoga qui va très vite. C'est un yoga où on n'a pas le temps de s'aligner dans les postures. Ça veut dire qu'il faut que le corps il sache tout de suite comment se positionner dans les postures. Et c'est un yoga où il y a beaucoup d'équilibre, notamment sur les mains, pas que. Enfin, c'est un yoga qui est très difficile. Et en ashtanga, c'est des séries. Donc on répète des séries. C'est-à-dire qu'on fait tout le temps les mêmes mouvements.
Donc ça a des gros avantages, hein, notamment au niveau du mental, ça permet de bloquer le mental, de l'obliger à rester là. Mais on fait toujours les mêmes mouvements et typiquement quand on n'arrive pas à faire ces mouvements, au bout d'un moment, c'est un peu agaçant. Et quelqu'un qui débute le yoga, qui assiste à un cours d'ashtanga, en général, il peut rien faire. C'est vraiment, c'est super compliqué, quand on n'a jamais fait. Non, mais c'est pas possible, à moins d'avoir une super conscience du corps, de faire beaucoup, beaucoup, de danse, de gym, de pilates, de tout ce qu'on veut. À la rigueur, on peut arriver à piocher les 2-3 mouvements, mais sinon c'est hyper difficile. Par contre, ce qu'on dit, en tout cas ce qu'on dit en Inde, c'est que c'est le yoga qui est, le plus puissant, le plus efficace dans le classement, des yogas. Donc à partir de là, il y a le hatha yoga qui a été créé. Donc on va mettre le hatha et le nata dans le même panier, hein, puisqu'on a compris que le nata est un ancêtre du hatha, un yoga du nord de l'Inde, tantrique, tout ça, tout ça. Et donc le hatha, il vise à d'abord trouver cet alignement, d'abord apprendre les postures, comprendre comment ça marche le yoga, apprendre les postures, apprendre à poser son souffle, parce qu'en Ashtanga, la notion aussi du souffle est très importante. Donc ça permet de déverrouiller le corps, de vraiment comprendre comment ça fonctionne toute cette machine. Et donc c'est ce que, en général, le yoga que tout le monde connaît majoritairement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus posé, où on reste plus longtemps dans les postures, où on va aller décortiquer les alignements dans les postures, on va aller décortiquer les souffles. L'idée, c'est petit à petit d'avoir suffisamment de confiance et de pratique pour aller vers l'ashtanga qui, dans la philosophie de l'Inde, est la pratique reine pour pratique personnelle. Et donc, entre les deux, entre le hatha et l'ashtanga, c'est glisser le vinyasa. Le vinyasa, c'est un style qui est très, très, très célèbre en ce moment. C'est un style qui est assez sportif et qui permet de faire le lien justement avec l'ashtanga. C'est pareil, c'est pas une pratique facile, c'est une pratique très dynamique. C'est très yang, hein, on va vraiment taper dans le muscle. Et alors de mon point de vue, de temps en temps, il y a le côté énergétique, respiration est, de mon point de vue, pas assez présent, en tout cas pour moi. Des fois, c'est un peu trop dans le muscle et dans la posture. Et pour moi, personnellement, en tout cas dans moi, ce que j'aime pratiquer, je préfère une version hatha ou nata. Donc voilà. Et donc il y a un autre style qui est très connu, c'est l'Iyengar. Donc l'Iyengar qui a été créé par Monsieur Iyengar et qui est encore un cran en dessous du Hatha Yoga. Donc l'Iyengar, c'était vraiment fait pour les gens pour qui le Hatha était trop compliqué. Donc en général, les gens qui ont vraiment des gros soucis dans le corps. Et certains d'entre vous ont pu vraiment l'expérimenter. Le yoga, ça a quelque chose de thérapeutique. En général, quand on pratique le yoga régulièrement, on arrive à aller moins souvent chez l'ostéopathe, voire même on arrive à se débloquer des lombalgies, pour ne citer personne. Et donc l'Iyengar, c'est un style qui a été créé pour préparer aux postures du hatha. Et donc là, on se sert énormément à la base dans l'Iyengar, on se sert d'accessoires, mais alors c'est pas comme ce qu'on fait nous, hein, où on a juste 2 briques et une sangle. Non, non, eux ils ont des chaises, on s'attache au mur, c'est vraiment complètement une autre philosophie où on travaille encore plus sur l'alignement dans les postures et sur comprendre comment aller déverrouiller le corps quand il est un petit peu verrouillé. Et donc ça, c'est un cran encore en moins d'intensité. Alors on a l'Iyengar, le Hatha, le Nata, le Vinyasa et l'Ashtanga sur une échelle avec l'intensité, c'est le côté physicienne qui ressort, excusez-moi, avec une intensité croissante en allant vers ma droite. Vous allez me dire, et le yin dans tout ça? Alors le yin, c'est un yoga qui a été créé dans les années 90, hein, donc c'est un yoga qui est très récent et qui est un mélange de hatha yoga et de médecine traditionnelle chinoise. Et donc là, c'est encore une autre philosophie. Les styles de base, c'est vraiment ça, l'Iyengar, le hatha, le nata, le vinyasa et l'ashtanga. Après, à partir de là, il s'est créé plein d'autres styles, donc ce qu'on peut voir, l'acro-yoga, alors si, il y a le kundalini quand même dont il faut parler, qui est en dehors de tout ça. Le kundalini yoga, c'est un yoga qui est très centré sur, les respirations. Souvent, les gens, la première fois qu'ils font du nata, ils me disent: «Ah ouais, mais en fait, le nata, c'est un mélange entre le hatha et le kundalini».
Et je trouve que c'est une assez bonne description. Parce que le Kundalini, pour en avoir fait pendant plusieurs années, voilà, vous savez, c'est ce yoga où, par exemple, on va rester dans cette posture et puis on va inspirer, expirer, inspirer, expirer. On va faire ça pendant un certain temps. Il y a pas vraiment de posture, c'est des mouvements souvent très simples. Alors, il y a quelques postures, j'exagère un peu, hein, mais souvent, c'est des mouvements très simples et par contre, on travaille le souffle et on va vraiment barater l'énergie. C'est quelque chose qui remue beaucoup l'énergie et c'est ce qu'on cherche aussi, en hatha. Mais voilà, à partir de ça, il s'est créé plein de styles différents et donc, pour, répondre à la question de Chloé, ben moi, je pratique plein de styles parce que alors, il y a que l'acro-yoga où je me suis pas encore trop mis. Après, il y a encore, plein de il y a du yoga de la dévotion qui est encore autre chose avec beaucoup de chants, beaucoup de choses comme ça et moi, j'estime que les styles sont complémentaires, donc en fonction, de mes besoins et aussi, bah, des profs que je rencontre, sur mon passage, que ce soit, en vrai ou en ligne et beh, je fais un petit peu, ce dont j'ai besoin. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Chloé. Alors ensuite, il y a Nadia qui nous demande: «Qui t'a formé? Est-ce que c'était en Inde?» Alors moi, j'ai fait plein de bonjour Nadia, en fait. Moi, j'ai fait plein de formations. Je suis toujours d'ailleurs en formation et puis je crois que ça s'arrêtera jamais, hein. C'est ce côté-là de moi. Donc j'ai fait, une formation de Yin, à Toulouse. J'ai fait ma formation de Nata en France, alors c'est une formation qui est toujours pas terminée parce qu'il y a énormément de choses et ça s'arrêtera jamais et puis après, oui, j'ai fait une grosse formation en Inde, dans un ashram, avec un super prof qui, a vraiment, m'a apporté énormément de choses, en termes de technique de yoga. Il m'a permis de beaucoup avancer dans mon corps. De toute façon, le chemin qu'on a chacun dans nos corps, bah, ça dépend vraiment des profs qu'on rencontre et des gens qu'on rencontre et donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour ce professeur parce que il m'en a fait voir. Ça a pas été facile tous les jours. On faisait, plus de 6 heures de yoga par jour, hein, puis vraiment du postural donc voilà, mais il m'a vraiment libéré plein de choses dans mon corps et surtout, il m'a donné beaucoup de confiance en mes capacités d'enseignement et en mes connaissances. Et ça, c'est hyper précieux parce que c'est ce qui me permet de vous transmettre un enseignement de qualité, aussi en ce moment. Et voilà, je pense que c'est quand même, chouette de faire une plongée. Enfin moi, ça j'ai adoré, cette plongée dans l'Inde, pour, vraiment aller sentir l'essence du yoga en Inde. Alors après, il faut savoir que, ça je pense que c'est quelque chose d'important à dire parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui en sont conscients. Mais en Inde, tout le monde fait pas du yoga, loin de là. C'est-à-dire qu'en général, c'est uniquement, les gens qui sont, dans des castes, un peu hautes, hein, qui, ont déjà accès à ce yoga, à la pratique du yoga et surtout qui s'en soucient. C'est-à-dire que ça se comprend assez bien, hein, quand, votre souci, de tous les jours, c'est de savoir comment vous allez faire pour manger. Bah, le yoga, c'est pas la priorité du moment. Ce qu'il faut savoir aussi dans le Hatha yoga, c'est que, on parle d'un yoga ancestral et on dit que c'est aussi un yoga de la rue. C'est-à-dire que, c'est un yoga qui s'adresse pas à des castes en particulier, pardon, ce qui était alors j'étais pas là-bas pour le vérifier, j'en sais rien, mais c'est ce qu'on dit parce que, on dit que le Hatha yoga, c'était du yoga qui était enseigné, à tout le monde, peu importe la caste à laquelle on appartenait, de par sa grande efficacité. Et donc il y a vraiment cette notion aussi là dans le Hatha, mais voilà, je pense que c'est important de préciser que contrairement aux mythes qu'on peut avoir, nous Européens, avec de notre petite vue, de notre salon où on se dit: «Oui, en Inde, tout le monde fait 10 minutes de pranayama tous les matins». Non, c'est pas vrai. Après, la médecine ayurvédique, donc la médecine indienne est, très, très présente là-bas, pour le coup, les cliniques ayurvédiques, tout ça et c'est vrai que les cliniques ayurvédiques recommandent énormément, ça marche ensemble, hein, des pratiques de yoga, de pranayama, pour la santé. C'est vraiment comme ça que c'est présenté et ça marche. Voilà. Donc voilà pour le côté formation. Tac. Alors ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on commence à gauche en yin et à droite en hatha? Alors ça, c'est la question, de Fabienne. Et ben, c'est parce qu'en fait, le yin, ça travaille, sur le côté yin du corps, qui est donc en yoga à gauche.
puisque c'est pas forcément le cas dans l'art énergétique. Par exemple, en Reiki, c'est dans l'autre sens. Allez comprendre. Mais enfin, en yoga, on considère que le côté gauche du corps, c'est le côté yin, et en hatha ou hatha, on considère que le côté droit du corps, c'est le côté yang. Et donc, en yin, on travaille plutôt le yin, en hatha, on travaille plutôt le yang avec des touches de yin, et donc c'est pour ça qu'on commence à gauche, en effet, en yin, et à droite, en hatha. Et par exemple, un exemple pour ceux qui ne l'ont pas vécu encore peut-être avec un cours, après Shavasana, la relaxation finale, pour se relever, on roule sur un côté et on vient pousser dans sa main pour se relever. Ben, en yin, on roule à gauche, et en hatha, on roule à droite. Alors, traditionnellement, on dit que c'est mieux de rouler à droite parce que ça enlève la pression qu'on a dans le corps, dans le cœur, pardon, puisque le cœur étant à gauche, quand on est couché sur notre flanc droit, ça décompresse le cœur. Mais c'est vrai que dans le yin, on roule à gauche, et donc on commence plutôt à gauche quand on fait des postures latéralisées. Voilà Fabienne pour ta réponse. Alors, il y a Chloé, ouais. Excusez-moi, je lis parce que du coup, j'ai pas pu lire. Là, j'en suis à Fabienne. Je confirme que le yoga est thérapeutique. J'ai pu débloquer un lumbago en 3 jours en pratiquant 2 à 3 séances par jour. Alors, j'étais au courant, Fabienne, et mais j'étais super contente de lire ça, et c'est vrai, hein, j'ai aussi j'ai une petite pensée pour lui. Je sais pas s'il est avec nous, mais j'ai aussi un maraîcher en cours de yoga, un monsieur. C'est très compliqué pour le corps, hein, le maraîchage, parce qu'ils sont tout le temps accroupis, ils sont tout le temps recourbés sur eux-mêmes, et je me souviens, peut-être que ceux du cours du mardi soir de 20h15 s'en souviennent, mais quand il est arrivé là, c'est du yin donc, et mais presque il hurlait dans les postures, quoi. C'était vraiment très, très, très compliqué, et en fait, il est devenu vraiment accro au yoga, au yin en tout cas, parce que il voit bien que ça lui fait du bien dans son corps et que ça compense toutes les mauvaises postures qu'il peut prendre au fur et à mesure de sa journée de travail. Et c'est vraiment, par exemple, c'est pour ça que je vous ai fait aussi une vidéo là vendredi dernier sur une séance de yin pour compenser les mauvaises postures prises en télétravail. Parce que oui, le yoga peut permettre de compenser un petit peu ça, hein. Quand on est sur son ordinateur, qu'on est tout le temps tourné, recroquevillé vers l'avant, et qu'on vient ouvrir le corps vers l'arrière, et ça lui fait du bien, hein. Voilà, c'est à peu près ça. OK. Alors, quel temps consacres-tu à ta pratique personnelle? C'est Maïssa qui te demande ça. Alors ça, Maïssa, c'est une vraie question, et c'est pas une question facile. C'est hyper variable. En général, les jours où tout va bien, où j'ai le temps, je fais entre 15 et 30 minutes de méditation / pranayama le matin, 1 heure de pratique ensuite, et puis j'essaye de me remettre 30 minutes de pratique le soir. Donc on va dire que ça fait 2h30 par jour. Ça, c'est quand j'ai le temps, et quand vraiment, ou quand en tout cas c'est ma priorité. Après, je suis comme vous, je suis humaine, hein, et il y a des jours où j'y arrive pas, il y a des jours où j'ai pas envie, il y a des jours où faire la compta, c'est plus important que faire du yoga parce qu'on vit dans une société et que, il faut vivre avec les règles de la société. Et donc, il y a des fois où je fais 30 minutes, il y a des fois où je fais pas parce que j'ai pas le temps. Voilà. Donc vraiment, enfin ça, peut-être, je pense qu'on est beaucoup de profs de yoga à être dans ce cas, hein, pour avoir discuté avec beaucoup de copines. C'est un peu le côté difficile de la chose, c'est que souvent on a du mal à trouver du temps pour notre pratique personnelle parce que surtout quand on veut vivre de cette activité, ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup de temps à côté, à faire de la com. Moi, il faut savoir que je fais tout toute seule, hein. Pour l'instant, j'ai personne pour m'aider. Donc voilà, faire vivre toute cette activité, que ce soit en ligne ou en vrai, ça demande beaucoup de temps. Et donc voilà, il y a des jours où, comme d'autres profs de yoga, j'ai pas le temps de pratiquer. Après, pour vous faire une petite confidence, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, mais c'est vrai que, cette période de confinement, me fait aussi beaucoup réfléchir sur tout ça. Et à la base, je me souviens que quand j'ai fait le choix de lâcher l'aéronautique pour faire du yoga, je me suis dit: «Oh, c'est trop cool, tu auras le temps de faire 2 heures de yoga tous les jours». Et puis avec au bout d'1 an, 1 an et demi, je me suis dit: «Bouh, tu très, très, très loin de cette envie que j'avais». Et c'est vrai qu'en ce moment, le confinement me fait beaucoup réfléchir, parce que là, par contre, en ce moment, j'arrive vraiment à retrouver une pratique comme j'ai envie qu'elle soit.
et que c'est très agréable et que je pense aussi que c'est hyper important, de continuer à pratiquer quand on est prof parce que sinon, on perd, on perd plein de choses, hein, techniquement, enfin, c'est beaucoup plus compliqué de vous faire passer quelque chose qu'on n'a pas dans le corps. On a tendance à dire ça et donc oui, je suis en train de réfléchir à comment un petit peu organiser mes activités pour, prendre ce temps pour moi, voilà, pour prendre ce temps pour moi. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que c'est hyper important de pas culpabiliser, de mon point de vue. C'est vraiment que mon avis, mais je pense que c'est hyper important de culpabiliser. Ce qui est embêtant, c'est quand vraiment on lâche. C'est-à-dire que quand, bah, on se rend compte qu'en fait, ça fait, 1 semaine, 15 jours qu'on n'est pas monté sur son tapis. Ça, c'est pas très cool parce que ça redemande une nouvelle dynamique pour vraiment, heu, se remotiver et du coup, c'est faut s'y mettre, quoi. Alors que bon, si on se dit: «Ouais, je veux faire 30 minutes de yoga tous les jours», il faut pas si déjà on y arrive 3, 4 fois par semaine, c'est déjà un bon début et je pense qu'il vaut mieux pour le mental se mettre en mode: «Bon, bah, déjà je fais ça et c'est très bien», plutôt que de s'auto-flageller en se disant: «Oh là là, j'avais dit que j'en ferais tous les jours, j'en ai pas fait». Je pense que c'est contre-productif. Donc voilà, je partage ça avec vous, c'est mon point de vue, mais ayez une pratique régulière, mais que ça ne devienne pas ne faites pas un burn-out du yoga ou de la méditation. Voilà, c'est vraiment ça mon message du moment. OK. Ah merci Nadia. Alors il y a Chloé qui nous dit: «Est-ce que tu peux expliquer comment bien s'installer en posture assise pour faire les méditations par exemple? Parce qu'on a vite mal au dos». Alors, c'est une bonne question, Chloé, parce que c'est vrai qu'il y a plein de bah, la posture assise, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on demande vraiment d'essayer de garder la colonne droite et on a, bah, quand on n'a pas trop l'habitude, on a les petits muscles du dos qui râlent. Alors, je vais juste reculer pour que vous me voyez. Je vais aller sur mon super joli, tapis Yoga Matata, donc si vous connaissez pas, pareil, je vous invite à aller voir, ce qu'ils font, ces super tapis en liège naturel, c'est super, ils sont tout doux, c'est trop bien. Puis ils sont écologiques, ils sont éthiques, enfin bref, voilà pour, pour Yoga Matata. Alors le mieux, c'est quand même de surélever les fessiers. Un demi-lune, un coussin demi-lune ou un coussin du canapé rectangulaire, peu importe. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir les genoux plus bas que les hanches et du coup ça permet d'éviter d'avoir des fourmis dans les jambes. Après, on s'assoit jambes croisées comme on est confortable. Alors, c'est sûr, le mythe du yoga, le rêve, c'est le lotus. Le lotus, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut avoir beaucoup de souplesse dans les hanches, beaucoup de souplesse dans les cuisses et le TFL, là, le muscle du côté. Pas accessible à tout le monde. Donc, on peut juste s'asseoir jambes croisées. Si on n'a pas les genoux qui touchent le sol, on peut même venir tirer un peu les pieds vers l'extérieur, là, pour avoir les pieds sous les genoux et essayer d'aller relâcher. Et si vraiment on a les genoux en suspension, ce qui est pas très agréable parce qu'en général on tient nos jambes, on peut venir glisser des briques sous les genoux pour pouvoir reposer nos genoux. C'est aussi hyper important de garder une bascule du bassin. Parce que, alors, pour ceux qui suivent mes vidéos YouTube, hein, je me mets de profil pour que vous le voyez, vous le savez, pendant des années, on m'a dit « Oui, alors il faut plaquer le bas du dos contre un mur, il faut rétroverser le bas du dos contre un mur. » Et puis en fait, techniquement, c'est pas top. Et ça s'explique assez bien. C'est qu'on a on a une chaîne musculaire là le long du dos et qui fait que quand on rétroverse le bassin, quand on pousse le bassin vers l'avant, ça va tendre les muscles du haut du dos. Et du coup, on a du mal à ouvrir ses épaules, on a du mal à faire la rotation externe des épaules. Et naturellement, le dos a une cambrure naturelle dans le bas du dos. Si vous regardez un squelette, il y a cette cambrure naturelle dans le bas du dos. Donc un jour, on m'a expliqué ça et on m'a dit: «Ah oui, mais t'as les épaules pas trop ouvertes, t'as du mal à aller trouver cette ouverture du haut du corps parce que t'as travaillé pendant des années avec ton bassin très rétroversé et du coup, ça t'a non seulement bloqué le haut du corps parce qu'il y a la chaîne musculaire là qui se referme et qui tire dans ce sens et en plus, ça fait mal au bas du dos parce que c'est pas la position naturelle du bas du dos». Donc c'est pour ça. Donc, si vous faites des vieilles vidéos où je dis le bas du dos plaqué contre un mur, non, 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 correction, erratum, c'est le chemin, l'apprentissage, hein, mais c'est bien de garder une petite cambrure naturelle dans le bas du dos. Et vous allez voir que si vous n'avez pas beaucoup de cambrure, cette cambrure va se créer petit à petit. Et puis, c'est quand même plus sympa d'avoir un dos cambré qui met en valeur la chute de rein. Hein. Si vraiment
c'est insupportable pour vous de tenir votre dos droit, notamment dans les méditations et dans les exercices de respiration. Appuyez-vous contre un mur, mettez-vous confortable. Si on n'est pas confortable dans une posture, on n'arrive pas si on n'est pas confortable dans sa posture, on n'arrive pas à rester concentré sur notre méditation ou sur notre respiration. Une autre façon de s'asseoir pour la posture assise, c'est de s'asseoir sur ses talons. Pourquoi pas avec un coussin entre ses talons et ses fessiers si on n'a pas suffisamment de souplesse dans les cuisses. Et là, pareil, on pose le sacrum entre les deux talons, on garde une cambrure naturelle dans le bas du dos. C'est vrai que la posture assise, je reviens vers vous, c'est pas quelque chose de facile au début, mais le corps s'habitue. Après, il y a plein de façons. On met, alors là, j'en ai pas, mais par exemple, pour vérifier qu'on tient bien son dos, en hatha yoga, on nous fait mettre les bras comme ça et on fait glisser un manche à balai dans le dos, là, entre les bras, donc on le tient comme ça. Et en fait, donc ça pousse le buste vers la poitrine, ça oblige à tenir sa colonne droite. Et en fait, on se sert du manche à balai parce que quand on relâche le dos, il y a le manche à balai qui nous appuie dans le dos, ça fait mal. Et du coup, hop, on est obligé de se redresser. C'est la technique Indian style, comme j'ai l'habitude de dire. C'est bon, je ne vais pas vous faire des cours avec des manches à balai, mais si vous avez envie d'essayer, vous pouvez. Comme ça, vous vous rendrez compte quand est-ce que vous lâcherez votre dos en méditation. Ah, salut Sophie! Alors Sophie, peux-tu expliquer le yin et le yang et les relier à la pratique du yoga? Alors le yin, c'est le féminin, le yang, c'est le masculin. Et donc le yin, c'est vraiment tout ce qui est les qualités lunaires, l'empathie, le calme, l'intuition, tout ça. Et le yang, c'est au contraire quelque chose qu'on relie plus aux valeurs solaires et c'est l'action, c'est vraiment le faire, c'est la force, c'est vraiment le côté masculin. Et donc, le yin et le yang, on le retrouve dans le yoga avec Ida et Pingala, le côté droite et gauche. Donc, quand on travaille sur des postures qu'on va faire uniquement du côté droit du corps, ça travaille le côté yang. Et quand on travaille des postures qui travaillent sur le côté gauche du corps, ça travaille le côté yin. Et donc, ça travaille Ida et Pingala notamment, on a parlé de Nadi Shodhan, la respiration alternée. Dans Nadi Shodhan, quand on le pousse jusqu'au bout, on a des visualisations où on vient visualiser la lune ou le soleil et les qualités lunaires et les qualités solaires pendant les rétentions à poumon plein. Donc, c'est là-dedans qu'on retrouve le yin et le yang. Et après, dans les pratiques elles-mêmes, quand on va faire des pratiques de force, on travaille plutôt notre yang, et quand on fait des pratiques de souplesse ou carrément du yin yoga, là on travaille plutôt notre yin. J'espère que j'ai répondu à ta question, Sophie. Vos vidéos en ligne sont très bien expliquées. Merci Myriam, c'est super. Ok. Ah, super. Il y a Mélissa qui nous dit: qu'est-ce que tu conseilles comme matériel pour débuter? Alors, pour débuter, il vous faut un tapis de yoga. Comme j'ai pour habitude de dire, un tapis de gym, c'est pas un tapis de yoga. Pour ceux qui ont essayé, le principe d'un tapis de yoga, j'en ai un autre de Yoga Matata sous les fesses, voilà. Le principe d'un tapis de yoga, c'est que c'est dense. C'est-à-dire que quand un tapis de yoga, quand on le déroule au sol, il tient, il se réenroule pas. Et en plus, il est super lourd. Et c'est ça qui fait sa qualité. Déjà, ça protège les genoux, ça protège les articulations, mais en plus, ça permet de ne pas glisser. Et faire un chien tête en bas sur un tapis de gym, vous verrez qu'avec la pratique, c'est juste insupportable. Parce parce qu'on glisse et ça peut même être dangereux. Suivant les postures debout, ça peut vraiment être dangereux. Donc, le tapis, c'est la base. Alors, vous en avez des pas chers dans les magasins de sport classiques, il n'y a pas de souci. Pour commencer, c'est très bien. Après, si vous cherchez un tapis éthique et de qualité, donc il y a cette jolie marque là, Yoga Matata, qui est une marque française que j'aime beaucoup. Pareil, je vous mettrai le lien dans la vidéo. On travaille ensemble parce qu'ils m'ont fourni, j'ai choisi d'acheter mes tapis chez eux et du coup, ils me reversent un petit pourcentage si jamais vous achetez vos tapis chez eux.
Donc bon, c'est cool pour moi, c'est sympa si vous le faites, mais c'est vraiment, vraiment, des super tapis. Ceux qui font les cours avec moi, vous avez peut-être eu l'occasion de les tester et d'avoir du liège naturel plutôt que du plastique sous les doigts, c'est hyper, agréable, en fait. Et ils ont plein de coloris. Celui que j'ai derrière là avec, des feuilles de ginkgo, ils ont des ruches, ils ont des lignes, enfin voilà. Alors en ce moment, ils livrent pas parce que comme, ils sont, éthiques et engagés, bah, vous irez voir leurs explications sur le site internet, mais ils estiment que se faire livrer un tapis de yoga n'est pas vital et que avec le confinement, bah, ils ont décidé d'arrêter les envois. Donc c'est compliqué parce que c'est une petite boîte qui est jeune et ça doit être très compliqué pour eux sur le point de vue trésorerie, tout ça. Mais je trouve que c'est un joli engagement. Voilà, donc si vous avez envie de ça, de vous acheter un tapis de yoga éthique, écologique, en liège, cool, bah, rendez-vous chez Yoga Matata. Après, il vous faut idéalement, pardon, je ne les ai pas sous la main, une brique, deux en fait. Hein. Donc ça, c'est l'accessoire. Donc il y en a en liège, il y en a en plastique. Ça, c'est hyper important pour débuter, tout simplement pour pouvoir bien s'aligner dans les postures. Pour rallonger ses bras ou rapprocher le sol au choix. Mais vraiment, c'est hyper important parce que quand on travaille sans briques, on risque vraiment de se faire mal et surtout, on ne progresse pas. Quand on n'est pas bien aligné dans ses postures, on ne progresse pas. On... Les muscles ne s'allongent pas comme il faut parce qu'on ne tire pas au bon endroit. Donc, 2 briques, c'est quand même vachement bien. Et puis une sangle. Hein. Donc, moi, j'ai une sangle. Voilà. Les sangles, c'est bien aussi pour la même raison, pour pouvoir rallonger nos bras quand on n'a pas encore assez de souplesse, par exemple, pour attraper nos pieds dans la posture de la pince. Hein. Donc voilà. Et un coussin de méditation ou un petit coussin sur lequel vous êtes bien juste pour rehausser les fessiers. Donc ça, c'est peut-être un peu moins spécifique. Et c'est bien aussi d'avoir un plaid, alors certes pour se couvrir en Shavasana quand on fait la relaxation finale, mais aussi parce que bah, ça permet de glisser une petite surépaisseur sous une fesse quand on n'est pas bien positionné. Enfin voilà, c'est le c'est assez utile. Donc voilà pour le côté matériel. Ah super, je vois que Maïssa, a sa cambrure qui renaît, parce qu'on a eu cette conversation, je sais plus si c'était il y a 15 jours ou je sais plus, enfin on a parlé de la cambrure du dos et je suis contente de voir que le côté, garder la cambrure naturelle du dos, fonctionne pour toi Maïssa, merci beaucoup. Marlène. Ah salut Marlène! Ah merci, super, je suis contente. Eh ben écoutez, bah, ça fait 1 heure pile, c'est chouette, c'est marrant. Je suis contente, de voir du coup, voilà, si vous avez pas écrit un petit mot, bah, je sais pas que vous étiez là, donc n'hésitez pas à juste me mettre un coucou, si pour que je sache que vous étiez là. Si vous voulez rester dans l'anonymat, c'est complètement possible aussi. Bah, merci, il y a Chloé qui a une dernière question. Comment faire pour participer au stage? Ah yes, bah oui, j'allais en parler. Donc oui, c'est une très bonne question. Donc, si vous voulez continuer à pratiquer le yoga avec l'alchimie des corps, ce que je vous encourage vivement à faire, vous avez plusieurs options. Toujours la chaîne YouTube, hein, où il y a des vidéos gratuites. En ce moment, il y a au moins une vidéo par semaine le vendredi, des fois plus. Vous avez le programme spécial confinement où du coup je propose 3 vidéos par semaine pour faire du yoga chez soi. Donc c'est vraiment comme les vidéos YouTube. Et puis du coup là j'ai décidé de passer au mode stage de yoga en live, donc sur Zoom. L'avantage c'est que je vous vois, que vous me voyez. Et donc c'est une autre façon de faire. Et donc il y en aura un le 3 mai à 18h, donc c'est dimanche prochain, ce sera pour les débutants. Un le 10 mai, le dimanche d'après à 18h, ce sera pour les confirmés. Le thème c'est détox émotionnel, donc c'était un thème que j'avais déjà prévu au mois de mai. Et enfin que j'avais déjà prévu pour le mois de mai et j'ai décidé de rien changer sur le programme. Et donc on va travailler la détox émotionnelle, on va travailler l'ouverture des hanches, l'étirement du psoas, là le muscle qui fait le lien entre la cuisse et la hanche, où on dit qu'on stocke les émotions dans notre corps, on dit que c'est la poubelle des émotions. Donc c'est bien d'aller travailler, c'est pour ça qu'on appelle ça de la détox émotionnelle, on vient libérer les hanches. Et alors on va pas travailler que les hanches, mais quand même beaucoup travailler sur l'ouverture de hanches. Et on va aller faire des pranayama, des exercices de respiration pour vider
les émotions qui peuvent s'accumuler, surtout en ce moment dans ces circonstances un peu particulières. Donc c'est à 18h, dimanche 3, dimanche 10 mai, ça coûte 9 € et donc je vais vous mettre le lien, vers mon site internet. On achète sa place en ligne, donc le paiement en ligne, tout est sécurisé comme vous faites pour ceux qui ont l'habitude, pour les stages du dimanche soir, classiquement et une fois le règlement fait, je vous enverrai un lien, quelques heures avant, pour accéder à cette réunion via Zoom. Donc il faudra télécharger Zoom si vous ne l'avez pas encore fait. En même temps, en ce moment, tout le monde utilise Zoom, donc je ne sais pas qui n'a pas installé Zoom sur son ordinateur, à part les Arbusiens, mais on les comprend. Du coup, voilà, vous téléchargez Zoom et vous pouvez assister à la réunion. Donc au cours, il faut juste s'installer un petit peu avant, hein, 5-10 minutes avant pour que vous soyez bien, que vous ayez le temps de télécharger, de régler les problèmes techniques. Après, par rapport à votre ordinateur, il y a plusieurs façons. Soit vous vous installez comme moi, c'est-à-dire de côté. Alors, c'est pas hyper bien en général pour les gens parce que ça vous oblige à tourner la tête. Mais moi, c'est comme ça que je vous vois le mieux. Mais bon, une autre option, c'est de mettre votre ordinateur devant votre tapis, donc dans la petite largeur de votre tapis. Comme ça, vous êtes assis du coup dans ce sens sur votre tapis. Vous voyez bien votre écran. Moi, je vous vois moins bien, mais c'est pas grave. On se débrouille. Voilà, c'est mes élèves en cours particulier, vous direz que ça ne m'empêchera pas de voir les mauvais alignements. Voilà, donc du coup, je vous mets les liens en barre d'infos de cette vidéo que je vais, si je m'en sors, republier du coup sur YouTube. Et sinon, vous pouvez aussi directement aller sur mon site internet où vous trouverez toutes les infos. Vous pouvez vous abonner aussi à la newsletter. Donc le site internet, c'est www.yoga-du6reiki, R-E-I-K-I, qui est un art énergétique, .fr, www.yoga-du6reiki, R-E-I-K-I.fr. Voilà. Ok, bah je lis encore vos messages. Je suis contente, merci. Enfin, c'est vrai que je suis hyper frustrée de pas vous voir, mais bon, c'est déjà bien de vous voir vos petits mots. Je suis très contente que vous ayez participé à cette petite visio. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que c'est un peu plus clair. Et puis je vous dis à bientôt, peut-être à dimanche prochain ou à dimanche d'après. Oui, je vous ai pas dit, si vous hésitez entre débutant et confirmé, on peut en parler ou alors aller visionner sur la chaîne YouTube les vidéos pour débutants, les vidéos pour confirmés et peut-être que ça vous donnera un petit peu une petite idée de quel niveau choisir. Et puis si ça marche bien, ces stages du dimanche, j'envisage en live sur Zoom, là, j'envisagerais peut-être de maintenir ça de façon plus régulière, même quand le confinement sera terminé, parce que ça peut permettre à des gens qui habitent pas du tout dans le coin de partager et de participer aux cours. Donc voilà. Ah mince, il y a Patricia qui arrive trop tard. Oui, Patricia, tu arrives trop tard et tu espères que tu pourras le voir en replay. Oui, je vais tout faire normalement pour que cette vidéo soit toujours visible, même une fois le direct terminé. Normalement, je devrais m'en sortir. Eh bien, écoutez, et c'est quand l'apéro pour fêter les 1000 abonnés? Hey, salut Jean-Marc! Ah super, je suis contente. Ouais, alors on fera ça, parce que oui, je suis bien d'accord que ça se fête pour de vrai et dès qu'on pourra se revoir, on réfléchira. J'avais prévu à la base pour le 21 juin pour faire bonne soirée Myriam, de faire comme j'avais fait l'année dernière. Le 21 juin, c'est la fête de la musique, mais c'est aussi la journée internationale du yoga. Et j'avais prévu de faire un yoga en musique live avec Nel, justement, dont on parlait au début de cette visio. On voulait vous faire un cours de yoga avec du hang, du sitar. Alors, on ne sait pas si ce sera possible. Hein. On va voir. On a les autorisations de la mairie, donc si jamais ça se débloque, on pourra le faire. Mais pour l'instant, on ne sait pas si ça pourra être fait. Mais ça serait une bonne occasion de fêter les 1000 abonnés à la chaîne qui continuent de grimper grâce à vous. Là, on approche les 1100. Je suis vraiment hyper contente. Et puis on fêtera ça quand on pourra se revoir. Et puis pour ceux qui habitent pas à Albi, j'ai vraiment la volonté de faire plus de choses en ligne parce que je trouve ça super. Je vois Maïssa, merci. Un grand merci aussi à tous les élèves, tous les messages. J'ai beaucoup de Parisiens qui m'envoient des messages qui me touchent souvent beaucoup parce que
parce que voilà, vous trouvez quelque chose qui vous convient dans ma façon d'enseigner et j'en suis hyper ravie. Voilà. Eh bien écoutez, merci, 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 merci d'être là. Merci pour, tous vos partages, merci pour vos présences, merci aux fidèles, parce que tout ça, ça pourrait pas exister si vous n'étiez pas là. Donc voilà, merci, merci, merci et je vous dis, à très, très bientôt. Passez une bonne fin de journée, un bon fin de week-end, une bonne fin de week-end et puis, beh, à très bientôt sur la toile, en vrai, on sait pas trop, peut-être les 2. Mais encore, encore merci. À bientôt!